Sous la pluie fine d'un automne mordant, Camille serrait sa lettre froissée, les mots qu'elle avait mis des années à écrire trempés par l'humidité, comme son courage. Elle se tenait seule sur le pont de pierre de l'Île-sur-la-Rive, une petite ville du sud de la France, là où les maisons semblaient murmurer les secrets des générations passées. À 24 ans, elle avait enfin trouvé la force de dire qui elle était, mais la nouvelle femme de son père, Élodie, avait réduit cette vérité en cendres. Camille n'oublierait jamais ce regard. Ce regard d'Élodie, un mélange de pitié et de rejet, lorsqu'elle avait jeté la lettre dans la cheminée, les flammes dévorant les mots « Je suis une femme ». « Tu es mon fils, Mathieu », avait-elle dit, comme si un prénom pouvait enfermer une âme. Camille avait fui la maison ce soir-là, le cœur en miettes, mais une lueur d'espoir persistait, Julien. Julien, 27 ans, son meilleur ami depuis le lycée, l'attendait à l'autre bout du pont. Il était là, fidèle, avec ses cheveux noirs en bataille et son sourire timide qui semblait dire « Je te vois, Camille, pas Mathieu ». Leur amitié avait toujours été un refuge, mais depuis quelques mois, quelque chose de plus profond s'était glissé entre eux, un sentiment qu'aucun des deux n'osait nommer. Ce soir, pourtant, ils allaient devoir faire un choix, rester dans l'ombre de l'Île-sur-la-Rive ou partir, ensemble, vers un avenir incertain. Camille glissa la lettre trempée dans sa poche et avança vers Julien. La pluie collait sa veste en cuir à sa peau, mais elle se sentait étrangement légère. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « On va trouver un endroit où tu pourras être toi, » murmura-t-il. Leur histoire commença là, sur ce pont, dans une ville qui les aimait autant qu'elle les étouffait. L'Île-sur-la-Rive, avec ses ruelles pavées et ses marchés bruyants, était un cocon pour certains, mais une cage pour Camille. Depuis son adolescence, elle avait lutté pour comprendre qui elle était. Les miroirs de sa chambre d'enfant, dans la maison familiale, lui renvoyaient une image qui ne correspondait pas à son cœur. Elle avait passé des nuits à écrire des lettres qu'elle n'envoyait jamais, à se cacher sous des vêtements trop grands, à taire ses rêves. Son père, Paul, un menuisier bourru mais aimant, n'avait jamais vraiment compris. Il l'appelait « mon garçon » avec une tendresse maladroite, sans voir la douleur dans les yeux de Camille. Quand il avait épousé Élodie, 2 ans plus tôt, Camille avait espéré une alliée. Élodie, une femme élégante de 45 ans, ancienne professeure de littérature, semblait ouverte d'esprit. Mais ce n'était qu'une façade. Derrière ses sourires polis, elle imposait ses règles, ses jugements. La lettre de coming out de Camille, soigneusement écrite à l'encre noire, avait été son ultime tentative de se faire entendre. Élodie l'avait lue, puis brûlée, comme si elle pouvait effacer l'existence même de Camille. « Je ne veux pas que tu changes qui je suis », avait dit Camille, la voix brisée, avant de claquer la porte. Elle avait couru jusqu'au pont, où Julien l'avait retrouvée, comme toujours. Julien, lui, portait ses propres blessures. Fils unique d'une famille modeste, il avait grandi dans l'ombre des attentes de ses parents, qui rêvaient de le voir reprendre la boulangerie familiale. Mais Julien n'avait jamais voulu de cette vie. Il voulait écrire, voyager, vivre. Et depuis qu'il avait rencontré Camille, il voulait surtout être à ses côtés. Leur lien était complexe, teinté d'une tendresse qui frôlait l'amour, mais qu'il n'avait jamais osé définir. Ce soir-là, sous la pluie, ils prirent une décision. « On part demain », dit Julien, prenant la main de Camille. Elle sentit une chaleur inattendue dans ce contact, un mélange de peur et d'espoir. « Où » demanda-t-elle. « N'importe où, mais ensemble », répondit-il. Le lendemain matin, ils montèrent dans un vieux train pour Marseille. Camille n'avait qu'un sac à dos, quelques vêtements, et un carnet où elle écrivait ses pensées. Julien, lui, portait un appareil photo en bandoulière, capturant le monde avec une sensibilité qu'il cachait au reste du monde. Marseille, avec son port bruyant et ses rues pleines de vie, semblait être le refuge dont ils avaient besoin. Mais la liberté avait un prix. À Marseille, ils trouvèrent un petit appartement au-dessus d'un café, grâce à l'aide d'une vieille amie de Julien, Sophie, une serveuse joviale qui ne posait pas trop de questions. Camille chercha du travail, mais chaque entretien d'embauche était une épreuve. Son apparence, encore en transition, attirait des regards curieux, parfois hostiles. Elle se présenta comme Camille, mais les employeurs voyaient Mathieu sur ses papiers.
Chaque rejet était un coup de poignard, mais Julien était là, toujours, avec un café brûlant ou une blague pour la faire sourire. Un soir, dans leur appartement exigu, Camille s'effondra. « Je ne sais pas si je peux continuer », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Julien s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, » dit-il. « Et je ne te laisserai pas tomber. » Ces mots, simples mais sincères, rallumèrent une étincelle en elle. Pourtant, le passé ne les laissait pas en paix. Un appel de Paul, le père de Camille, changea tout. « Élodie est partie, » dit-il d'une voix rauque. « Reviens à la maison, Mathieu. On peut tout recommencer. » Camille raccrocha, le cœur lourd. Elle n'était pas Mathieu. Elle ne l'avait jamais été. Mais l'idée de revoir son père, de lui expliquer, la hantait. Julien, sentant son trouble, proposa une idée folle. Retourner à l'Île-sur-la-Rive, juste pour un week-end, pour affronter le passé. Camille hésita. Était-elle prête à revoir son père? À lui dire, face à face, qui elle était vraiment? Le train pour l'Île-sur-la-Rive était bondé, mais Camille et Julien trouvèrent un coin près de la fenêtre. Elles regardaient le paysage défiler, les vignes dorées du sud de la France, et se demandaient si elle trouverait un jour sa place dans ce monde. Julien, à ses côtés, écrivait dans un carnet, jetant de temps en temps un regard vers elle, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. À leur arrivée, l'Île-sur-la-Rive semblait inchangée, mais Camille se sentait différente. Elle n'était plus la jeune fille apeurée qui avait fui sous la pluie. Elle était Camille, et elle était prête à se battre pour être reconnue. La maison de son père sentait encore le bois et la cire, mais l'absence d'Élodie rendait l'atmosphère étrangement légère. Paul les accueillit, maladroit, ses mains calleuses serrant une tasse de café. « Je ne comprends pas tout, » dit-il, les yeux baissés. « Mais je veux essayer. » Camille prit une profonde inspiration. « Papa, » dit-elle, « je ne suis pas ton fils. Je suis ta fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Paul la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord, Camille, » murmura-t-il. Ce moment marqua un tournant. Mais le chemin était encore long. Camille savait que l'acceptation de son père serait fragile, pleine de maladresse. Et pourtant, pour la première fois, elle se sentait vue. Julien, à ses côtés, sourit. « On y arrivera, » murmura-t-il. Et dans ce sourire, Camille vit plus qu'une promesse d'amitié. Elle vit un avenir. Le retour à l'Île-sur-la-Rive avait rouvert des blessures, mais aussi des portes. Camille passa la première nuit dans sa chambre d'enfance, entourée de souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Les posters de groupes de rock, les vieux carnets remplis de poèmes adolescents, tout lui rappelait l'époque où elle se cherchait sans savoir qui elle était. Paul, son père, faisait des efforts. Il trébuchait sur les mots, évitait parfois son regard, mais il essayait. Lors du dîner, il avait utilisé « Camille » pour la première fois, d'une voix hésitante, comme s'il testait le nom sur sa langue. Julien, toujours présent, détendait l'atmosphère avec ses anecdotes sur Marseille, racontant comment ils avaient survécu à un cafard géant dans leur appartement. Camille riait, mais au fond, elle sentait la tension. Chaque pas vers l'acceptation était fragile, comme une corde raide au-dessus d'un gouffre. Le lendemain, Camille décida de marcher seule dans l'Île-sur-la-Rive. Elle passa devant l'église où elle avait été baptisée Mathieu, devant le café où elle et Julien avaient passé des heures à rêver d'ailleurs. Les regards des passants étaient lourds. Certains la reconnaissaient, chuchotaient. Une vieille voisine, Madame Dubois, l'arrêta. « Mathieu, tu es revenu ?» demanda-t-elle avec un sourire innocent. Camille sentit son estomac se nouer. « C'est Camille, maintenant, » répondit-elle, la voix ferme mais douce. Madame Dubois cligna des yeux, confuse, puis hocha la tête sans insister. De retour à la maison, Camille trouva Julien en train de discuter avec Paul dans l'atelier. L'odeur du bois s'y emplissait l'air, et les outils de son père étaient soigneusement alignés, comme toujours. Julien, un marteau à la main, plaisantait sur son incompétence en menuiserie. Paul riait, un son rare et précieux. Camille s'arrêta sur le seuil, frappée par cette scène. Son père et son meilleur ami, ensemble,
dans une harmonie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais cette harmonie fut de courte durée. Une lettre arriva, glissée sous la porte. Elle portait l'écriture élégante d'Élodie. Camille la ramassa, le cœur battant. Julien, à ses côtés, fronça les sourcils. « Ne l'ouvre pas, » murmura-t-il. Mais Camille ne pouvait pas résister. À l'intérieur, Élodie avait écrit « Mathieu, ton père est perdu sans moi. Reviens à la raison. Tu es son fils, et rien ne changera cela. » Les mots étaient comme des lames. Camille sentit la colère monter, mais aussi une étrange tristesse. Élodie avait été une figure d'espoir, autrefois. Comment avait-elle pu devenir si cruelle? Elle montra la lettre à Julien, qui la lut en silence. « Elle ne te connaît pas, » dit-il enfin, froissant le papier. « Elle ne sait pas qui tu es. » Camille hocha la tête, mais les mots d'Élodie s'accrochaient à elle, comme une ombre. Ce soir-là, elle parla à son père. Assis dans le salon, sous la lumière tamisée d'une lampe, elle lui raconta tout, les années de doute, la douleur de se cacher, la joie de devenir enfin elle-même. Paul écoutait, les mains serrées autour d'une tasse, sans l'interrompre. Quand elle finit, il murmura « Je ne sais pas si je comprends tout, Camille, mais je veux que tu sois heureuse. » Ces mots, simples mais lourds, firent monter les larmes aux yeux de Camille. Elle se tourna vers Julien, qui lui sourit doucement. « On reste encore un peu ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. Il resterait, pour l'instant. Mais l'île sur la rive n'était pas prête à les accueillir complètement. Les rumeurs circulaient, et certains habitants, bercés par leurs préjugés, regardaient Camille avec méfiance. Une après-midi, alors qu'elle et Julien se promenaient près de la rivière, un groupe de jeunes les interpella. « Hé, Mathieu, t'es quoi maintenant » cria l'un d'eux, riant. Camille sentit la main de Julien se crisper sur la sienne. « Ignore-les » murmura-t-il. Mais les mots faisaient mal, et Camille savait qu'il ne s'arrêterait pas. Elle décida qu'il était temps de faire entendre sa voix. Avec l'aide de Julien, elle organisa une petite réunion dans le café de Sophie, à Marseille, où ils étaient retournés après le week-end. Elle invita des amis, des connaissances, et même quelques habitants de l'île sur la rive qui semblaient ouverts d'esprit. Là, elle parla. De son parcours, de ses luttes, de son identité. Elle ne cherchait pas à convaincre, mais à être entendue. À sa grande surprise, plusieurs personnes vinrent la voir après. Une femme, Claire, lui confia que son fils était non-binaire et qu'elle avait peur de mal faire. Un homme, Pierre, admit qu'il ne comprenait pas tout, mais qu'il voulait apprendre. Camille sentit, pour la première fois, qu'elle n'était pas seule. Julien, toujours à ses côtés, prit des photos de l'événement. Plus tard, dans leur appartement, il lui montra une image. Camille, debout, parlant avec passion, les yeux brillants. « C'est toi, » dit-il. « C'est vraiment toi. » Ce moment renforça leur lien. Une nuit, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin bon marché, Julien posa une question qui changea tout. « Camille, est-ce que tu penses qu'on pourrait être plus que des amis ?» Le cœur de Camille s'arrêta. Elle avait toujours senti cette tension, cette chaleur entre eux, mais elle avait peur. Peur de perdre Julien, peur de ne pas être assez. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. Julien hocha la tête, sans insister. « Je serai là, quoi qu'il arrive, » dit-il. Mais cette question ouvrit une nouvelle porte. Camille commença à voir Julien différemment, non plus seulement comme un ami, mais comme quelqu'un qui pourrait partager sa vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Camille et Julien retournaient souvent à l'île sur la rive, passant du temps avec Paul, qui s'efforçait d'apprendre. Ils trébuchaient encore sur les pronoms, mais chaque Camille qu'il prononçait était un pas de plus vers l'acceptation. Pourtant, l'ombre d'Élodie planait toujours. Des lettres continuaient d'arriver, chacune plus insistante, chacune niant l'identité de Camille. Un jour, Camille trouva une lettre différente. Élodie demandait à la rencontrer, seule, à Aix-en-Provence, dans un café discret. « Je veux comprendre », écrivait-elle. Camille hésita. Julien était contre. « Elle t'a fait du mal », dit-il, le regard dur. Mais Camille sentait qu'elle devait affronter Élodie, ne serait-ce que pour clore ce chapitre.
Le café à Aix était bondé, l'odeur du café torréfié emplissant l'air. Élodie était là, impeccablement vêtue, ses cheveux blonds tirés en un chignon strict. Elle regarda Camille avec une froideur qui la fit frissonner. « Mathieu, tu joues un jeu dangereux, » commença-t-elle. Camille l'interrompit. « Je m'appelle Camille. Et je ne joue pas. » La conversation fut tendue. Élodie parlait de tradition, de famille, de ce qu'elle croyait être juste. Camille, elle, parlait de liberté, d'identité, de vérité. À la fin, Élodie se leva, les lèvres pincées. « Tu briseras le cœur de ton père, » dit-elle avant de partir. Camille resta seule, tremblante, mais étrangement libérée. De retour à Marseille, elle raconta tout à Julien. Il l'écouta, comme toujours, puis la serra dans ses bras. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. Ce contact, cette chaleur, fit basculer quelque chose en Camille. Sans réfléchir, elle l'embrassa. Ce baiser changea tout. Il était maladroit, hésitant, mais plein de vérité. Julien rougit, un sourire timide sur les lèvres. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-il. Camille rit, nerveuse. « Moi non plus. » Leur relation évolua lentement, prudemment. Ils étaient amis depuis si longtemps que l'amour semblait à la fois naturel et terrifiant. Camille avait peur de ne pas être assez, peur que Julien ne voie en elle que Mathieu. Mais Julien prouvait, jour après jour, qu'il la voyait, elle, dans toute sa vérité. À l'île-sur-la-Rive, Paul remarqua le changement. « Vous deux, vous êtes ?» demanda-t-il un soir, maladroit. Camille rougit, mais Julien répondit avec un sourire, « On essaie de comprendre, Paul. » Leur amour naissant était un refuge, mais le monde extérieur restait hostile. Camille reçut une offre d'emploi dans une librairie à Marseille, mais le patron, après avoir vu ses papiers, lui demanda de clarifier son identité. Elle refusa, blessée mais fière. Julien, lui, trouva un petit boulot comme photographe freelance, capturant des mariages et des paysages. Il survivait, mais à peine. Un soir, Sophie, leur amie serveuse, leur parla d'une communauté LGBT à Marseille, un lieu où des gens comme Camille se réunissaient pour partager leurs histoires. Camille était réticente, craignant d'être jugée, mais Julien l'encouragea. « Tu mérites de trouver des gens qui te comprennent, » dit-il. La première réunion fut intimidante. Des visages inconnus, des histoires différentes, mais un fil commun, la lutte pour être soi. Camille parla, timidement au début, puis avec passion. Elle raconta à Élodie, la lettre brûlée, son père, Julien. À la fin, une femme plus âgée, Marianne, s'approcha. « Tu es forte, Camille, » dit-elle. « Et tu n'es pas seule. » Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois, Camille sentit qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle rentra chez elle, le cœur léger, et trouva Julien en train d'écrire. « Un jour, je raconterai notre histoire, » dit-il, un sourire en coin. Camille s'assit à ses côtés, posant sa tête sur son épaule. « Tant que c'est un happy ending, » murmura-t-elle. Les mois passèrent, et Marseille devint leur foyer. Camille trouva enfin un emploi stable dans une petite galerie d'art, où son identité n'était pas remise en question. Julien, lui, gagnait en confiance comme photographe, ses clichés capturant l'âme brute de la ville. Leur relation s'épanouissait, un mélange de tendresse et de passion, bien que les doutes de Camille persistaient. Elle se demandait parfois si Julien l'aimait pour ce qu'elle était, ou pour l'idée qu'il se faisait d'elle. Un appel de Paul interrompit leur routine. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il, la voix tremblante. « Une boîte, avec tes affaires. Des lettres, des dessins des choses que tu faisais enfant. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle et Julien prirent le train pour l'île-sur-la-Rive le lendemain. Dans l'atelier de Paul, la boîte était là, poussiéreuse mais intacte. À l'intérieur, Camille trouva des dessins d'elle, enfant, où elle se représentait avec des robes, des cheveux longs. « Je ne savais pas, » murmura Paul, les yeux humides. « Je n'ai pas vu. » Camille posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, papa. » Ce moment renforça leur lien. Paul commença à poser des questions, maladroites mais sincères, sur la transition de Camille. Elle lui expliqua,
patiemment, ce que signifiait être transgenre, les hormones, les démarches. Julien, toujours en retrait, observait avec un sourire fier. Mais Élodie refit surface. Une lettre, encore, mais cette fois adressée à Paul. Elle demandait à revenir, promettant de réparer la famille. Paul montra la lettre à Camille, incertain. « Je ne veux pas qu'elle revienne, dit-il. Mais je ne sais pas si je fais le bon choix. » Camille sentit une colère sourde monter. Élodie n'avait aucun droit de revenir, pas après ce qu'elle avait fait. Elle décida d'écrire une réponse, avec l'aide de Julien. La lettre était courte, mais ferme. « Élodie, tu as choisi de nier qui je suis. Cette famille n'a pas besoin de toi. » Envoyer cette lettre fut libérateur, mais Camille savait que le combat n'était pas fini. À Marseille, elle s'impliqua davantage dans la communauté LGBT, organisant des événements avec Marianne et d'autres. Elle rencontra des personnes transgenres, non-binaires, queer, chacune avec une histoire unique mais un même désir, être libre. Julien, de son côté, travaillait sur un projet personnel, un recueil de photos et d'essais sur la vie de Camille. Il voulait raconter son courage, sa résilience. « Je veux que le monde te voie comme je te vois », dit-il un soir, montrant une photo d'elle riant sous la pluie. Camille rougit, touchée. Leur amour grandissait, mais il n'était pas sans obstacle. Une dispute éclata, un soir, après une longue journée. Camille, épuisée par un commentaire transphobe au travail, s'en prit à Julien. « Tu ne peux pas comprendre ce que je vis », cria-t-elle. Julien, blessé, répondit « Je ne prétends pas comprendre tout, mais je suis là, Camille. Je suis toujours là. » Ils se réconcilièrent, mais cette dispute révéla une vérité. Leur amour demandait du travail, de la patience. Camille commença à voir un thérapeute, recommandé par Marianne, pour parler de ses peurs, de son passé. Julien l'accompagnait parfois, apprenant à mieux comprendre ses luttes. Un jour, Paul les invita à un dîner spécial à l'Île-sur-la-Rive. À leur arrivée, ils trouvèrent la maison décorée, des guirlandes lumineuses dans le jardin. « C'est pour toi, Camille, » dit Paul, maladroit mais sincère. « Pour te dire que je t'aime, ma fille. » Camille pleura, et Julien serra sa main. Ce soir-là, sous les étoiles, ils dansèrent, rirent et se sentirent, pour la première fois, chez eux. L'hiver arriva, et avec lui, une nouvelle vague de défis. Camille commença sa transition médicale, un processus à la fois libérateur et épuisant. Les rendez-vous médicaux, les effets secondaires des hormones, les regards curieux des inconnus, tout pesait sur elle. Mais Julien était là, toujours, avec un thé chaud ou une blague pour la faire sourire. À Marseille, leur vie prenait forme. Camille s'épanouissait dans la galerie d'art, où elle organisait des expositions mettant en avant des artistes queer. Julien, lui, publia son premier recueil de photos, dédié à Camille. La dédicace était simple, « À Camille, ma lumière ». Mais le passé ressurgit, encore. Élodie, refusant d'abandonner, envoya un message à Paul, menaçant de révéler des secrets sur Camille si elle ne revenait pas à la raison. Camille, en apprenant cela, fut submergée par la peur. Que pouvait savoir Élodie? Des photos d'enfance? Des lettres? Julien, furieux, proposa de confronter Élodie. Mais Camille voulait régler cela seule. Elle organisa une nouvelle rencontre, cette fois à Marseille, dans un parc public. Élodie arriva, plus froide que jamais. « Tu fais du mal à ton père, » dit-elle. Camille, la voix ferme, répondit « C'est toi qui fais du mal. Tu ne me connais pas, et tu ne connais pas ma famille. » Élodie partit, vaincue, mais ces mots laissèrent une cicatrice. Camille rentra chez elle, épuisée, et trouva Julien en train de préparer le dîner. Sans un mot, il la serra dans ses bras. « Tu es ma maison, » murmura-t-elle. Ce moment marqua un tournant. Camille réalisa qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation d'Élodie, ni de quiconque. Elle avait Paul, Julien, et la communauté qu'elle avait trouvée. Un soir, lors d'une réunion communautaire, Camille prit la parole. Elle parla de sa lettre brûlée, de son coming out, de son amour pour Julien. La foule l'écouta, émue. À la fin, une jeune fille, Léa, s'approcha. « Je suis comme toi,
murmura-t-elle. Merci de m'avoir donné du courage. Camille rentra chez elle, le cœur plein. Julien l'attendait, un sourire en coin. Tu changes des vies, tu sais, dit-il. Camille rit, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Leur amour s'approfondissait, mais il restait fragile. Camille avait encore des doutes, des peurs. Et si Julien se lassait? Et s'il ne pouvait pas gérer les défis de sa transition? Mais chaque fois qu'elle exprimait ses craintes, Julien répondait avec une patience infinie. Je t'aime, Camille. Pas une idée de toi, pas une version de toi. Toi. Un jour, Paul est surpris avec une nouvelle. Il voulait vendre la maison de l'Île-sur-la-Rive et déménager à Marseille pour être plus près d'eux. Je veux être un père pour toi, Camille, dit-il. Un vrai père. Ce soir-là, Camille et Julien marchèrent le long du vieux port, main dans la main. La mer scintillait sous les lumières de la ville, et pour la première fois, Camille se sentit en paix. Le printemps apporta une nouvelle lumière à Marseille. Camille et Julien emménagèrent dans un appartement plus grand, avec une vue sur la mer. Paul, fidèle à sa promesse, s'installa non loin, dans un petit studio. Il passait souvent, apportant des gâteaux ou des anecdotes sur ses nouveaux voisins. Camille, elle, continuait sa transition. Les hormones faisaient leur effet, et elle commençait à se reconnaître dans le miroir. Mais chaque changement physique apportait aussi des doutes. Était-elle assez? Julien, sentant ses inquiétudes, organisait des soirées simples, juste deux, où ils parlaient, riaient, s'aimaient. Un jour, Camille reçut une invitation inattendue. Une association LGBT voulait l'honorer pour son travail dans la communauté. Elle était gênée, mais Julien insista pour qu'elle accepte. « Tu mérites ça », dit-il. La cérémonie fut émouvante. Camille, sur scène, parla de son parcours, de la lettre brûlée, de l'amour qu'elle avait trouvé. Elle dédiqua son discours à Julien, qui rougit dans la foule. « Sans toi, je ne serais pas là », dit-elle. Ce soir-là, ils rentrèrent à pied, main dans la main. Julien s'arrêta soudain, sous un réverbère. « Camille, je veux passer ma vie avec toi », dit-il, la voix tremblante. « Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour veux-tu m'épouser ?» Camille resta sans voix. Elle n'avait jamais imaginé cela, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Mais en regardant Julien, elle vit l'avenir. « Oui », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Ils prirent leur temps, savourant chaque moment. Paul, ému par leur engagement, offrit de fabriquer une table pour leur futur foyer. « Quelque chose de solide », dit-il, un sourire dans les yeux. Mais le passé ressurgit, une dernière fois. Élodie envoya une lettre à Camille, s'excusant à demi-mot. « J'ai eu tort », écrivait-elle, « mais je ne peux pas changer ce que je crois. » Camille lut la lettre, puis la rangea. Elle n'avait plus besoin de l'approbation d'Élodie. Avec Julien, elle commença à planifier leur avenir. Ils parlèrent de voyages, d'enfants, de rêves. Camille voulait ouvrir une galerie dédiée aux artistes queer. Julien voulait écrire un roman sur leur histoire. Un soir, ils organisèrent un dîner avec Paul, Sophie, Marianne et d'autres amis de la communauté. La table était pleine, les rires résonnaient. Camille regarda autour d'elle, émue. C'était ça, sa famille. Les années passèrent, et Camille s'épanouit. Sa transition était presque complète, et elle se sentait enfin chez elle dans son corps. La galerie qu'elle dirigeait devint un refuge pour les artistes marginalisés, un lieu où l'art et l'identité se rencontraient. Julien, lui, publia son roman, qui connut un succès modeste mais sincère. Paul était devenu un allié inattendu. Il participait aux événements de la communauté, posant des questions, apprenant. Il trébuchait encore parfois, mais son amour pour Camille était indéniable. Un jour, Camille et Julien décidèrent de se marier. Ce fut une cérémonie simple, dans un jardin à Marseille, entouré de leurs proches. Paul conduisit Camille à l'autel, les larmes aux yeux. « Tu es ma fille », murmura-t-il. Leur mariage fut un symbole de leur résilience, de leur amour. Mais il y avait encore des défis.
Camille recevait parfois des commentaires haineux en ligne, des rappels que le monde n'était pas toujours prêt à accepter qui elle était. Mais avec Julien à ses côtés, elle se sentait invincible. Un soir, alors qu'il regardait la mer, Camille prit la main de Julien. « Merci d'avoir cru en moi », dit-elle. Julien sourit. « Merci de m'avoir appris à aimer. » Il savait que leur histoire n'était pas finie. Il y aurait encore des luttes, des doutes. Mais ils étaient ensemble, et cela suffisait. 10 ans plus tard, Camille et Julien vivaient toujours à Marseille. Leur maison, remplie de photos, de livres et de souvenirs, était un refuge pour ceux qui cherchaient un foyer. Ils avaient adopté une petite fille, Emma, dont les rires remplissaient leur vie de joie. La galerie de Camille était devenue une institution, un lieu où les voix marginalisées trouvaient une scène. Julien enseignait la photographie à des jeunes, partageant son amour pour l'art. Paul, désormais retraité, passait ses journées à fabriquer des jouets en bois pour Emma. Un jour, Camille reçut une lettre inattendue. C'était Élodie, vieillie, seule. Elle demandait pardon, cette fois sans condition. Camille hésita, puis décida de ne pas répondre. Elle avait pardonné, mais elle n'avait plus besoin d'Élodie dans sa vie. Le soir, elle s'assit avec Julien sur leur balcon, regardant le soleil se coucher sur la mer. « On a construit quelque chose de beau, non ?» demanda-t-elle. Julien serra sa main. Quelque chose d'extraordinaire. Leur histoire, née d'une lettre brûlée, était devenue une ode à l'amour, à l'identité, à la résilience. Camille n'était plus la jeune fille apeurée du pont de l'Île-sur-la-Rive. Elle était une femme, une épouse, une mère, une artiste. Et surtout, elle était elle-même.